Chers étudiants, bonjour. Nous sommes le mercredi 11 mars et il nous a semblé important de vous faire le point sur l'état actuel de l'infection par le coronavirus, Covid-19, dans ses différents aspects, cliniques, virologiques et puis aussi d'hygiène et de prévention en ce qui vous concerne. Je vais donc donner la parole aux différents spécialistes de ces disciplines. Je voudrais vous dire que je comprends que cela perturbe énormément le fonctionnement de vos études, que nous allons tout faire pour limiter au maximum et les conséquences sur vos études et les risques que vous courez. Il y a d'ores et déjà des décisions qui sont prises sur le service sanitaire, probablement sur les ECNI blancs prévus la semaine prochaine. Nous allons en reparler. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que je conçois que ça puisse entraîner chez vous un surcroît d'anxiété et que je vous rappelle que pour cela, nous avons une cellule DIAD ou d'ailleurs en dehors de la cellule DIAD, tous les professionnels, notamment les psychiatres de l'UFR, sont à votre disposition de façon extrêmement confidentielle. Si vous vous sentez mal, si vous êtes inquiet, si vous êtes angoissé par tout cela, c'est bien normal. Et si vous avez besoin d'aide, il est très facile et de façon très confidentielle de vous adresser à DIAD ou à mon cabinet pour que l'on vous aide à affronter toutes ces difficultés. Voilà, sans plus tarder, je vais commencer par donner la parole au professeur Xavier Lescure, qui va aborder ce qu'on sait ce jour, 11 mars, des aspects cliniques de l'infection. Bonjour à toutes et à tous, Xavier Lescure, je suis infectiologue à Bichat. Je vais vous parler des aspects épidémiologiques et cliniques. Le tableau de bord international du Covid-19 change tous les jours. Cette diapositive vous montre le nombre de cas hier soir. Nous étions à plus de 118 000 cas dans le monde et 4 260 décès. Je peux vous montrer les données de la Chine, plus de 80 000 cas, avec une baisse de l'incidence très forte, une restriction des mesures de confinement et une levée relative des mesures de confinement. Ce qui n'est pas noté sur cette diapositive, c'est qu'en Chine, les derniers chiffres montrent une reprise relative de l'infection. À l'échelle de l'Europe, vous pouvez voir que l'Italie a un nombre de cas extrêmement important. La France totalise plus de 1700 cas avec plusieurs centaines de nouveaux cas par jour. Et une donnée par pays intéressante rapportée à la mortalité, c'est que vous voyez que la létalité ou la mortalité de la maladie est autour de 2 à 3%. Évidemment, ces données vont changer en fonction du pays et du système sanitaire et des décisions qui sont prises à l'échelle de chaque nation. Vous pouvez voir que la mortalité de l'Italie est relativement importante. Cette mortalité fait beaucoup discuter parce qu'il y a des questions de dénominateur et que quand on est en phase épidémique avec des moyens virologiques limités, on sait très bien qu'on ne peut pas identifier virologiquement tous les cas. Donc ces 600, pour prendre l'exemple de l'Italie, ces 600 cas sont probablement à rapporter à un dénominateur plus important. Un exemple particulier est celui du bateau de croisière Diamond Princess, puisque là, on est en circuit fermé, entre guillemets, et on a pu identifier toutes les personnes, symptomatiques ou pas, d'un point de vue virologique, et on a les données de mortalité qui vous montrent que sur une estimation dans un milieu particulier, probablement plus contrôlé sur le plan du dénominateur, on a une mortalité qui avoisine les 1%. Alors on vit la deuxième phase de la maladie, la première de l'épidémie. La première était chinoise en bleu, et puis on a tout ce qui est extra-chinois en orange, et vous voyez que sur cette deuxième diagramme, vous voyez que toute la zone grisée représente la zone européenne, et vous voyez qu'on est parti sur plusieurs pays, dont la France, où vous sont présentées sur ce diagramme les données de Santé publique France jusqu'au 7 mars, alors que nous sommes le 11 mars.
Et aujourd'hui, on a, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à peu près 200 nouveaux cas par jour. Sur cette diapositive est listé également tous les clusters, puisqu'aujourd'hui on est dans une situation mosaïque au niveau épidémiologique en France. Vous avez des zones qui sont clairement en phase épidémique, avec des clusters extrêmement dynamiques, notamment celui de l'Oise, qui a démarré à Crépy-en-Valois, celui de Haute-Savoie, avec 2 foyers, et puis celui de la Bretagne dans le Morbihan. Et ces données sont déjà anciennes, elles datent du 7 mars, mais en Bretagne, on compte déjà plus de 100 cas confirmés. Et puis, on a aussi des clusters au-delà des zones à risque connues comme la Chine, l'Iran, etc. Vous avez des clusters sur des bateaux, et on a un cluster en France avec un voyage organisé sur le Nil qui occasionne un certain nombre de cas groupés épidémiologiquement. Sur ces données, toujours du 7 mars, mais sur Santé publique France, on n'a pas plus récent pour le moment, mais ça donne une idée d'abord de la mortalité en France, avec un dénominateur qui est jusque-là relativement précis, puisque jusqu'à ces derniers jours, on arrivait à identifier probablement tous les cas virologiquement, quels que soient les signes de gravité, et ça va probablement changer dans les jours qui viennent, avec une saturation des circuits de diagnostic. Vous pouvez voir aussi que sur les 949 cas, certains sont rattachés à des clusters, à des grappes de patients, à des regroupements de cas. Certains sont rattachés à des zones épidémiques étrangères, Chine, Italie, mais vous voyez qu'une proportion extrêmement importante n'ont pas de lien épidémiologique et donc qui évoque une diffusion et une dispersion du virus en France de façon un peu saupoudrée et dispersée. Vous avez ici la répartition sur le ratio homme-femme qui est proche de 1, qui est tout à fait cohérent avec les données en Chine ou ailleurs. Et la répartition en tranche d'âge qui confirme que les jeunes, les enfants sont protégés, on va y revenir, en termes d'incidence et en termes de formes sévères. Cette diapositive vous montre toutes les données françaises par région et vous voyez qu'aujourd'hui, toutes les régions sont touchées et toutes les régions ont identifié des cas de Covid. Vous voyez aussi, vous avez entendu parler de la Corse qui a plus de 5 cas, mais ces données datent du 7 mars et donc déjà un petit peu anciennes. Vous voyez qu'en Île-de-France, 104 cas ont été virologiquement documentés. Alors le Covid, c'est une infection émergente, c'est une maladie mortelle sans traitement, mais c'est une maladie mortelle qui est moins létale que certains autres agents émergents comme Ebola. Je vous rappelle le taux de mortalité autour de 40%. Le MERS coronavirus et le SARS coronavirus ont tous les deux des taux de mortalité plus importants, 35% pour MERS, toujours en activité sur la péninsule arabique, et 10% pour SARS, qui a démarré également en Chine et dont on n'entend plus parler. Ici, on ne le voit pas bien, mais vous avez rapporté à la vitesse et à la dynamique épidémique de SARS, la vitesse d'apparition des cas de Covid-19 rapportés au début de chaque épidémie, et ici, la mortalité de SARS et de Covid-19. Certes, Covid-19 est moins létal, mais il est beaucoup plus transmissible et donc beaucoup plus mortel en nombre de personnes touchées, quel que soit le dénominateur. Sans parler, du dénominateur. Alors cette diapositive rapidement pour vous montrer qu'aujourd'hui, il est probablement question de quelques jours pour parler de pandémie, d'épidémie mondiale, puisque les 5 continents sont touchés dans des proportions diverses, certes, mais on va probablement avoir une dispersion mondiale du virus et il va falloir attendre que la majorité de la population soit immune pour que les dégâts de la maladie soient moins importants. Quelque chose d'important en face d'un agent infectieux, c'est de connaître le R0, en gros le nombre de cas secondaires à l'issue d'un cas infecté.
Pour la grippe, on est entre 1 et 1,5. Pour la rougeole, on est entre 8 et 10. Eh bien, le Covid-19, on peut dire qu'on est entre 2,5 et 3, ce qui est donc un R0 relativement conséquent. Donc une maladie très transmissible. Pour les aspects cliniques, c'est très simple, c'est pas du tout spécifique de quoi que ce soit, c'est un virus qui occasionne une infection respiratoire et la plupart du temps, c'est une toux sèche, fébrile, avec ou sans difficulté respiratoire. Le délai d'incubation moyen est de environ 6 jours et la période d'incubation est de 2 à 12, voire 14 jours. Vous avez ici les différentes formes de présentation clinique. Vous avez les décès en noir, la proportion de patients qui nécessitent des soins critiques en rouge, les patients qui nécessitent l'hospitalisation la plupart du temps pour une oxygénothérapie en rose, et puis les patients en bleu qui font des formes frustres. Vous voyez qu'en gros, 5 à 10% des patients vont nécessiter des soins de réanimation, 20% vont nécessiter une hospitalisation. Et à cette diapositive, il faut rajouter la proportion de personnes asymptomatiques. Et le modèle le plus intéressant pour évaluer ça, c'est toujours le bateau de croisière Diamond Princess, où on a tous les patients prélevés et on a une proportion des personnes porteuses du virus asymptomatiques d'environ 35%. Ce qui est rassurant à l'échelle individuelle, mais ce qui n'est pas facile à l'échelle collective pour contrôler la maladie et la transmission de la maladie, si tant est que les patients asymptomatiques soient des vecteurs du virus. Alors, dans les données d'incidence et dans les données de létalité, il est très important de savoir que les deux variables sont associées à l'âge. Les enfants sont moins souvent malades, sont moins souvent symptomatiques et font exceptionnellement des formes graves. Et plus on avance en âge, plus on a une incidence qui augmente et plus on a une mortalité qui augmente. Pour comparer à la grippe, parce que c'est souvent le cas, et en termes de mode de transmission, c'est assez comparable, en termes de présentation clinique, c'est comparable, en termes de mortalité, ça a été comparé, ça l'est encore. Juste pour vous donner une idée, dans les 100% de mortalité liée à la grippe, les plus de 75 ans représentent 86%. On sait que la grippe tue les personnes âgées. Dans les 100% de mortalité liée au Covid, les plus de 75 ans ne représentent que 50% de la mortalité totale, ce qui est un facteur un peu plus inquiétant par rapport à la prise en charge des patients qui ne sont pas âgés et qui n'ont pas forcément tous des comorbidités. Les données nous disent qu'avant d'arriver en réanimation avec un SDRA, on met environ une grosse semaine. Donc il faut être très vigilant par rapport aux premiers jours des symptômes. Alors ce tableau est très difficilement lisible, mais en gros, c'est des données très récentes qui vous montrent d'une part que les patients qui vont en réanimation ne sont pas tous très âgés, que la maladie n'est pas systématiquement fébrile et qu'on a une proportion non négligeable de plus de 20% des malades qui n'ont pas de fièvre ni avant ni pendant l'hospitalisation. Et puis, cette diapositive, difficile à lire également, vous montre que les comorbidités au-delà de l'âge sont des facteurs de risque de forme sévère, mais que ces comorbidités ne suffisent pas à expliquer entièrement les formes sévères. Et dans ces comorbidités, on a autant les terrains respiratoires que le terrain vasculaire ou que d'autres formes de comorbidité. Des choses simples et faciles à retenir. Vous pouvez retenir deux chiffres et 4 éléments très importants. 14 jours, c'est le délai d'incubation et c'est aussi en gros la durée de contagiosité à partir du premier jour des signes fonctionnels. Et 4 heures,
c'est la durée d'infectiosité du virus sur une surface inerte en milieu sec, et c'est aussi en gros la durée d'efficacité d'un masque porté. Et pour finir sur les aspects thérapeutiques, aujourd'hui il est clair qu'on n'a aucun traitement efficace approuvé par des essais cliniques robustes. On a des pistes avec des antiviraux récents comme le remdesivir, qui est un analogue nucléosidique qui a une activité sur d'autres coronavirus ou sur le virus d'Ebola et qui est en train d'être évalué sur le SARS-CoV-2. In vitro, le lopinavir boosté au ritonavir, qui est une antiprotéase active sur le VIH, semble avoir une efficacité sur certains coronavirus, dont MERS et dont potentiellement SARS-CoV-2, qui est aussi en cours d'investigation dans des essais thérapeutiques. Vous avez d'autres antirétroviraux, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez probablement entendu parler de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine, qui a clairement une action in vitro antivirale, et ce n'est pas la première fois qu'on démontre un effet antiviral de ces molécules. In vitro également, il y a des données de synergie avec des antiviraux comme le remdesivir, mais il y a aussi beaucoup d'études in vivo qui infirment les données in vitro d'activité antivirale de ces deux agents, essentiellement immunomodulateurs à la base. Et puis l'oseltamivir est utilisé par les Chinois sans qu'on ait beaucoup de données d'efficacité. C'est une maladie virale, mais comme dans la grippe, c'est aussi une maladie immunologique potentiellement, notamment sur une phase secondaire. Et pour ça, on peut adjoindre au traitement des corticostéroïdes, de l'interféron bêta, des immunoglobulines polyclonales ou des anticorps monoclonaux, essentiellement anti-IL6 pour le moment, qui peuvent avoir un intérêt dans des études de faible niveau de qualité méthodologique. Vous pouvez voir sur cette diapositive toute la recherche qui a été faite en Chine, avec le nombre de cas inclus dans les essais thérapeutiques. Et ici, le nombre d'essais thérapeutiques réalisés sur une échelle de temps, essentiellement février. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? C'est qu'il y a eu énormément d'études, mais incluant un nombre de personnes non suffisant pour tirer des conclusions. Et donc aujourd'hui, malgré les dizaines de milliers de personnes incluses dans les essais, nous n'avons pas de conclusion robuste sur le plan thérapeutique. Pour finir, sur le plan épidémiologique, on est aujourd'hui à une bascule en France entre la phase de niveau 2 et la phase de niveau 3. La phase de niveau 3 est l'existence de clusters sur une zone géographique. Et vous savez, je vous l'ai dit, il y a plusieurs clusters en France. Et la zone 3 déclare la phase épidémique, où la dispersion de la maladie est plus généralisée et ne suit plus forcément des clusters, des groupes, des grappes de malades. Et on n'arrive plus à identifier les différentes origines et les différentes sources de transmission du virus. On est probablement en train de passer à cette phase-là, et ça implique des niveaux de réponse différents. On va passer d'objectifs d'endiguement, c'est-à-dire de contrôle et d'identification des cas pour vérifier les cas secondaires et essayer de contrôler la transmission du virus, alors que là, sur une phase épidémique, on va passer sur un mode de réponse d'atténuation, de freinage de la maladie, de la dispersion de la maladie, pour essayer de diminuer la hauteur du pic épidémique, essayer de le diluer dans le temps pour préparer le système de soins, pour préparer les intervenants sanitaires, afin de ne pas avoir tous les malades graves au même moment qui satureraient les réanimations et les régulations des urgences. Je vous remercie de votre attention.